Politique de la semaine, le magazine qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants, Alberto Toscano, presse italienne, Guy Konopnicki, Marianne, Georges-Marc Benamou, journaliste et producteur, Aline Lebaille-Crémer, association de soutien à l'Ukraine. On parle de la guerre en Ukraine, du sommet de Versailles, des chances qui restent à la diplomatie, des 60 ans, du 60e anniversaire des accords d'Évian. Et on va commencer avec la situation sur le terrain. L'invasion entre dans sa 3e semaine. Aline Lebaille-Crémer, l'offensive se poursuit autour de Mariupol et autour de Kiev. Kiev est encerclé et ses environs bombardés. Quelles sont les dernières informations dont on dispose ce matin, Aline ? D'un point de vue strictement militaire, il y a beaucoup d'informations, de mouvements qui sont absolument grand public. Moi, je voulais surtout alerter sur la situation humanitaire qui se dessine, notamment à Mariupol, pas encore à Kiev, mais à beaucoup d'endroits. Il y a quand même des risques de famine aiguë à Mariupol. Il faut savoir que les gens n'ont plus à manger. Ils ne peuvent pas fuir et ils n'ont plus à manger. Donc, il y a des scènes tragiques qui s'annoncent, d'où une ambiance assez lourde finalement à la mobilisation de samedi après-midi. Les gens savent très bien ce qui s'annonce, ce qui se prépare, parce que dans le coin, en fait, il y a ces scènes-là, on les a déjà vécues quand on a suivi les guerres en Tchétchénie ou les opérations en Géorgie, la guerre en Géorgie. Et il y a des formes de scénarios qui se répètent. On a déjà vécu la scène. Très exactement, l'Ukraine, les autorités ukrainiennes demandent des no-fly zones, des couloirs humanitaires pour que les gens puissent évacuer, parce que le risque humain, là, il s'annonce comme assez tragique. Et on sait très bien ce dont Poutine est capable à l'endroit des civils. Alors, on assiste, Guy Konopnicki, vous le disiez cette semaine, à un des exodes les plus importants du siècle. 2 millions d'Ukrainiens qui partent et qui sont accueillis par la Pologne, par la Slovaquie, par la Roumanie. L'exode se poursuit. Alors, non seulement l'exode se poursuit, mais il y a 2 millions qui ont franchi la frontière. Il y a plus de 4 millions d'Ukrainiens sur les routes qui ont dû quitter leur domicile, qui sont dans les zones de combat ou par peur de voir les zones de combat avancer. Les gens sont partis de Kiev. Donc c'est énorme. D'abord, effectivement, il y a ce que disait Aline, la situation humanitaire va être catastrophique parce que évidemment il y a des endroits où ils vont rester coincés, où ils pourront plus avancer. Enfin, il y a déjà des endroits où ils peuvent plus avancer parce que les routes sont encombrées, qu'il y a priorité aux militaires, on coupe les routes et que la Pologne qui est le principal pays d'accueil, le point de fuite aussi, qui est le point de fuite. Après, bon, il y a un peu de répartition vers la Roumanie, et les pays baltes, et la Moldavie, et vers l'Europe occidentale. On accueille en France quelques milliers d'Ukrainiens. La même chose pour les Anglais, les Allemands. Enfin, c'est quand même assez peu par rapport à l'énorme masse qu'il faut absorber. Et pendant ce temps-là, les pays d'Europe occidentale versent chaque jour 800 millions d'euros. 750 millions, exactement. Oui, 750 ou 800 pour le gaz et le pétrole russe. C'est la recette quotidienne en Europe de la Russie est suffisante pour entretenir on finance la machine de guerre. On finance la machine de guerre. C'est-à-dire qu'on a pris des sanctions très bonnes, la plus efficace étant le blocage des banques, le blocage des avoirs. Les saisies d'oligarques sont plus symboliques. C'est pas est-ce qu'un yacht va rester dans le port de Monte-Carlo que la guerre va s'arrêter. Bon, enfin bon, c'est du symbole important. Mais en revanche, on est coincé par cette affaire de gaz et de pétrole. C'est proprement terrifiant. Et quand on regarde, vous discutez avec les économistes, avec les spécialistes, ils disent
Oui, alors, il lui faudrait 5 ans pour se passer totalement des énergies fossiles russes. Donc moi, ce qui m'a vu, c'est qu'on a commencé les débats dans l'élection présidentielle avec une discussion sur l'énergie. On garde ou on garde pas le nucléaire. Les énergies alternatives sont très intéressantes, mais c'est presque homéopathique. C'est-à-dire qu'on regardait le bilan de ce qu'on peut faire avec des éoliennes ou du photovoltaïque, des choses de ce genre, par rapport à ce qu'on représente cette masse d'énergie qu'on achète aux Russes. Il y a un moment, il faudra prendre une décision si on veut que ça s'arrête, c'est tout. Un bon moment, il faudra trouver... Alberto Toscano. Il faudra trouver une Europe qui est capable de ressaisir et de retrouver la paix et de retrouver ensemble le chemin du développement. Aujourd'hui, nos pays ont besoin de ce gaz. C'est une donnée objective. Oui, oui. Et ce gaz constitue aujourd'hui le 43% de l'utilisation de gaz en Italie et encore plus en Allemagne. Et dans la situation où nous sommes, il faut être capable, je pense, de se projeter sur l'avenir en considérant des données objectives de la situation actuelle. Et je crois que c'est ce qui a été fait au sommet de Versailles de l'Union européenne, où on a essayé, je crois d'une façon constructive, d'imaginer un avenir où l'énergie soit, où l'Union européenne soit plus indépendante sur le terrain de l'énergie, mais en prenant acte de la situation actuelle et de ses contraintes. Je signale enfin que si nous avons autant besoin du gaz russe, c'est aussi parce que nous avons fait une guerre en Libye en 2011. Nous avons déstabilisé ce pays qui fournissait à l'Europe une partie importante de son pétrole et de son gaz. Dans la situation actuelle est aussi la conséquence de ce que nous, Européens, avons fait et nous, autant on a fait il y a quelques années. Et vous considérez que le sommet de Versailles est une réussite? Parce que bon, il y a, le sommet a exclu, enfin les 27 pays ont exclu l'idée d'une adhésion rapide de Kiev à l'Union européenne et les sanctions massives vont se poursuivre, mais les 27 ont exclu la guerre. Donc on est dans une forme Absolument. Mais est-ce qu'il faut faire autre chose ou est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'impasse? Il y a eu des décisions à propos d'aide à l'Ukraine qui sont à la fois économiques et militaires. Et il y a eu de la part de tout le monde l'exclusion de l'hypothèse de la no-fly zone, ce qui signifierait une guerre avec la Russie. Et ça serait une véritable catastrophe. Et il y a eu un pas en avant de l'Union européenne. Il y a un autre sommet le 25 mars. Le 24-25 mars, il y a un autre sommet au mois de mai. Au mois de juin, l'Union européenne avance. Elle ne peut pas tout décider. Quant à l'entrée immédiate de l'Ukraine dans l'Union européenne, ce n'est objectivement pas possible. Il y a des règles de l'Union européenne. Aline? Sur la question de la no-fly zone, parce que finalement, il y a différentes no-fly zones, parce que les Ukrainiens demandent, et je soutiens cette demande. C'est qu'on ferme le ciel. C'est ce qu'on appelle fermer le ciel, close the sky. C'est-à-dire, on est là dans une exigence qui ne... on est en guerre avec Poutine. Enfin, à un moment donné, je viens d'entendre, mais en fait, la guerre avec Poutine, il nous l'amène, la guerre, à travers l'Ukraine, certes, mais c'est à l'Occident qui s'attaque. Il demande une zone d'exclusion aérienne, une no-fly zone, fermer le ciel sur des corridors humanitaires, parce que encore cette nuit, il y a des routes. Vous disiez, Guy, qu'il y avait des gens sur les routes. Ils shootent les gens. Enfin, il y a encore des femmes et des enfants qui sont morts cette nuit sur ces routes-là. Il y a eu ces cas qu'on a vus. Pourquoi les évacuations à Mariupol ont échoué alors que Poutine avait dit mais non, je protège cette route, les gens vont pouvoir fuir par là. Il y a eu des morts. La route était minée. Je ne sais pas si on se rend compte à quel niveau de perversion ce type est arrivé. Le couloir humanitaire qui était dédié, qu'il avait annoncé à la communauté nationale, était miné. C'est pour ça que les gens n'ont pas pu fuir. Ou alors, il y avait une autre route, éventuellement, qui était vers la Russie, que les gens ont moyennement envie de prendre,
à ce stade. Donc, ce qu'ils demandent, ce n'est pas une troisième guerre mondiale, ce n'est pas une entrée en guerre massive de l'OTAN et un combat frontal entre l'Occident et la Russie. Ils demandent... Mais une guerre économique contre l'Ukraine. C'est ça qui est demandé. Des green corridors. L'exclusion aérienne, c'est pas une guerre économique, c'est l'exclusion Non. Ils demandent des green corridors, très Oui. exactement. Quand ils disent, là, depuis quelques jours, fermez le ciel, c'est des green corridors pour que les civils qui veulent fuir, parce que il y a aussi énormément de civils qui ont pris les armes, des femmes, des ballerines de Kiev, de l'opéra de Kiev, qui sont armées. Voilà, tout le monde s'est armé. Reste qu'il y a des populations très fragiles, parce que quand on dit pudiquement les civils, on parle de femmes, d'enfants et de vieillards, ou de gens qui ne peuvent pas prendre les armes pour moult raisons. C'est ça dont on parle. Donc, on a un pays qui demande à la communauté internationale de organiser quelque chose qui soit de l'ordre de la fuite de femmes et d'enfants. C'est ça dont on parle et c'est ça qu'ils demandent. Et il me semble que peut-être l'Occident pourrait accéder à cette demande. On a appris cette semaine que la Russie recrutait des mercenaires en Syrie. Oui. Guy Konopnicki, vous en parlez dans vos articles. Dans quel objectif, finalement? Il s'agit de semer le chaos en Ukraine? Clairement, de même que la Russie a aligné des bataillons tchétchènes totalement terrifiants. Là, il y a des bataillons syriens à qui on dit... Des volontaires syriens, je veux dire, c'est pas encore des bataillons, mais c'est en train d'arriver. Des volontaires syriens à qui on dit on va continuer le combat contre le sionisme, qui sont aussi des mercenaires payés. Mais vous avez le même ennemi. Ce sont les Juifs qui tiennent l'Ukraine. C'est ce qu'on dit en recrutant en Syrie. Alors, en plus, ces gens sont d'autant plus inquiétants qu'ils ont... une expérience toute fraîche du massacre, on parle et on reparle de ce qu'a été le bombardement d'Alep et la contribution de la Russie, de Poutine, au rétablissement du pouvoir de Bachar el-Assad, parce qu'on s'en crève, cette guerre de Syrie, c'est 500 000 morts. 500 000 morts, c'est énorme. En Syrie, Irak. Et côté syrien, on s'est trouvé quand même dans cette situation où l'opposition démocratique a été prise dans cet étau entre d'un côté Bachar el-Assad et de l'autre côté Daesh. On a écrasé Daesh, mais en écrasant Daesh, on s'est retrouvé à laisser les Russes reconstruire le pouvoir d'Assad. Et Assad peut renvoyer à l'ascenseur maintenant en donnant parce qu'il permet le recrutement. On ne recrute pas en Syrie sans l'autorisation du gouvernement. Et donc, en fait, la Syrie est en train de renvoyer l'ascenseur. Hein. Oui, alors, Ali, puis Alberto. Et ces bataillons-là ont aussi éventuellement une autre fonction, c'est-à-dire à la rubrique crime de guerre, il est probable que ce soit eux qui s'en chargent, ce qui permettra à Poutine, comme on l'a vu à d'autres endroits, de dire c'est pas moi. Oui, et d'échapper une fois de plus aux questions de tribunal de TPI, de l'AE, etc. Parce que ça, c'est une vieille stratégie de Poutine. Il envoie des mercenaires là, il se trouve que c'est plutôt en provenance de Syrie, ce qui contribue à la terreur dans les ondes des gens, parce qu'on sait très bien de quoi ces gens sont capables. Enfin, on l'a vu. Enfin, c'est quand même des gens très, très, très dangereux, ce qui permettra à Poutine de se percher et de dire ça n'a rien à voir avec la Russie. Oui. Peut-être même qu'il condamnera. Oui, je crois que vraiment le problème est de se situer, même quand on parle de persécution de communautés juives. D'ailleurs, je crois avoir vu que aussi le bataillon Azov qui combat du côté ukrainien n'est pas particulièrement pro-juif. Hein. Et je crois que si on parle de persécution juive, on peut à plus forte raison se situer dans une logique un peu différente, qui est une logique, je crois, de dialogue de paix. Cette guerre n'aura pas une solution militaire. Elle ne peut pas avoir une solution militaire. Cette guerre doit de toute façon avoir une solution politique. Cette solution politique passe par un dialogue international. Je remarque aujourd'hui le fait qu'on dit que le rôle du gouvernement israélien dans un dialogue de paix, dans une médiation, dans un futur dialogue,
peut être très concret, et je l'espère, mais je crois que, évidemment, et Aline a raison, et le problème des réfugiés, le problème de ces millions de personnes qui se trouvent dans cette situation est fondamental et prioritaire. C'est pas que des réfugiés, c'est des gens qui sont sur place. Qui sont sur place et qui doivent trouver l'urgence, c'est pour ceux qui sont sur place. Une urgence absolue pour sauver leur vie. Une partie de ceux qui sont partis sont allés en Pologne. Je remarque avec plaisir que le gouvernement polonais n'a pas répliqué ce qu'il avait fait il y a quelques semaines par rapport à d'autres réfugiés qui se trouvaient à sa frontière. Et très bien. Et encore faut-il savoir que le problème des réfugiés doit être traité par l'Europe dans son ensemble et que ça ne regarde pas que les réfugiés ukrainiens, mais aussi les réfugiés qui passent par la Méditerranée, qui arrivent en Italie, qui arrivent en Grèce et qui arrivent à Malte. Guy Konopnicki, on parlait de la... Pas de solution militaire si les Ukrainiens arrivent à bloquer la solution militaire russe. Bien sûr. Hein, parce que sinon, il y aura une solution militaire. La guerre s'arrêtera sur les lignes. Poutine s'est engagé dans une solution militaire. Hein. C'est voilà. Poutine qui s'engage sur une solution militaire. On a commencé en faisant le point sur la situation dans les différentes villes. Kiev, Odessa, ville qui a été le berceau du judaïsme et qui se prépare à l'assaut, comme Berdichev, la ville la ville de naissance de Vassili Grossman et de quelques grandes figures du judaïsme, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Berdichev, c'est quand même quelque chose sur le plan du symbole juif d'Europe centrale. C'est aussi quelque chose sur le plan du symbole ukrainien, parce que c'est quand même c'est le cœur de l'Ukraine historique. Alors, c'est une ville juive. Mais vous savez, on peut associer... Vassili Grossman est né à Berdichev. Isaac Babel écrit les contes d'Odessa. Et Chagall, pas très loin de là, à Vitebsk. Ce qui est aussi... Et Shlomo Aleichem, à Kiev. Kiev, Shlomo Aleichem est né à Kiev, et bien sûr qu'il écrit sur Odessa, mais le violon sur le toit se passe à Berdichev. Il se passe à Berdichev, absolument. Oui. Et on peut en ajouter d'autres, parce que les frères Ashkenazi, c'est-à-dire le frère aîné d'Isaac Bashevis Singer, Israël Yoshua Singer, c'est l'Ukraine, c'est la Pologne. Ah non, mais c'est la frontière. Et donc, une partie de la Pologne de l'époque est en Ukraine, mais aussi, c'est toute l'histoire des frontières que fait Israël Joshua Singer, ainsi de suite. Donc tout se passe effectivement par là. Les frontières ont été d'ailleurs embrouillées, puisqu'il y avait l'Empire russe qui couvrait l'Ukraine et une partie de la Pologne, l'Empire austro-hongrois qui couvrait une partie de la Pologne et de l'actuelle Ukraine, ainsi de suite. Et effectivement, centre de la vie juive, lieu de départ de la grande émigration, parce que quand on cite des noms attachés à la littérature juive, on pourrait citer aussi à peu près la moitié des poètes juifs fusillés par Staline en 1952. Itzik Pfeffer, Kvikcho, ainsi de suite, et Solomon Mikhaël qui a animé le théâtre yiddish de Kiev, ainsi de suite. Mais après, on peut citer la moitié d'Hollywood, parce que sont originaires de cette partie du monde. Oui. C'est plus la Lituanie. Ah non, pas du tout. Ah bon Billy Wilder, Lubitsch... Lituanie, c'est l'autre moitié. Non. L'autre moitié d'Hollywood. C'est l'Allemagne et l'Autriche. Lubitsch et... Mais enfin, c'est Brody. C'est Brody. C'est l'Empire austro-hongrois. Mais enfin... Les Viennois et les deux tiers d'Hollywood. À la sauce de notre ami Guy Konopnicki, tout le monde est ukrainien. Non, mais Billy Wilder, c'est la... Billy Wilder est typiquement un Berlinois. C'est les Juifs Galicianers
Et donc sont nés à peu près au même endroit, la mère de Billy Wilder, la mère de Freud et la mienne. Donc c'est tout de même le centre du monde, non? Tu es le Georges Benamou, vous ne pourrez pas battre sur ce terrain-là. Guy Konopnicki à penser que Billy Wilder est la quintessence de l'esprit berlinois et qu'il ne faut pas, dans l'euphorie ukrainienne, penser que tout le monde est ukrainien. Voilà, je le persiste. Mais c'est un point d'histoire... Alors, puisque vous avez le micro, on va parler avec vous tout à l'heure du 60e anniversaire des accords d'Évian. On va parler surtout de mon grand film sur la guerre d'Algérie. Votre film sur la guerre d'Algérie. Parce que le 60e anniversaire n'est qu'un prétexte à parler de cette guerre d'Algérie dont vos auditeurs, nous-mêmes, sommes un peu porteurs de cette histoire aussi. On va en parler, mais un mot, comment vous vivez cette situation en Ukraine, cette guerre en Ukraine? Écoutez, comme tout le monde, et avec inquiétude et responsabilité. Moi, j'ai écrit, il y a 12 ans, un livre qui s'appelle « Le fantôme de Munich », un roman, qui a été adapté par Miloš Forman et Václav Havel, et malheureusement, les aléas du cinéma et de la santé de Miloš Forman ont fait que ce livre est resté à l'état de scénario. Donc j'ai travaillé avec des Tchèques, ceux qu'on a sacrifiés au soir des accords de Munich, quand Daladier et Chamberlain se sont couchés devant Hitler et Mussolini. On est dans le même processus, mais probablement pire, parce qu'on y croise deux éléments. La différence avec Hitler, c'est qu'il a la bombe nucléaire, hein, et que face au fauve Hitler, ils se sont couchés, mais là, il y a une mécanique. Et la deuxième chose, c'est que ça ressemble aussi beaucoup, par le jeu des alliances, à un phénomène qui a pu déclencher la guerre de 14-18. C'est pas... Voilà, donc on est dans quelque chose d'hybride sur lequel la donnée fondamentale face à l'hitlérisme, c'est quand même la bombe nucléaire. On va parler de tout ça dans un instant, et on reviendra aussi tout à l'heure sur l'Ukraine. En attendant, une pause, et le 4 quarts politique revient dans un instant. Le 4 quarts politique de la semaine revient avec Alberto Toscano, Guy Konopnicki, Aline Lebaille-Crémer et Georges-Marc Benamou, avec lequel nous parlons maintenant du 60e anniversaire de la guerre d'Algérie et de ce film, de cette série de deux émissions produites par France Télévisions et qui sera diffusée demain soir, lundi et mardi, sous le titre « C'était la guerre d'Algérie ». Jean-Marc Benamou, quel est le message de ces documentaires et qu'est-ce que vous avez voulu montrer? D'abord, raconter la guerre d'Algérie qu'on connaît mal. La guerre d'Algérie, c'est pas simplement un bloc, comme disait Clémenceau, qui commence en 54, qui finit en 62, avec des bons et des méchants. C'est une histoire bien plus complexe, qui trouve ses racines dans la colonisation de 1830, qui trouve son sommet avec les commémorations du centenaire en 1930 de l'Algérie française, qui est une utopie républicaine née à gauche et qui va connaître bien des dérives. C'est l'histoire des Juifs d'Algérie qui rencontrent la France avec le Senatus Consulte, pour certains, de 1865, et avec le décret Crémieux. C'est l'histoire de la vérité, j'en parlais aussi avec le grand rabbin Chaim Korsia, et on en parle dans ce film, de ce qui s'est véritablement passé. C'est pas, même si c'est pas le sujet du film, avec le décret Crémieux, on a coutume de dire, on a donné aux Juifs ce qu'on n'a pas donné aux musulmans. C'est pas vrai. Moi, on précise dans ce film, que ce mensonge, cette légende urbaine, on doit lui tordre son cou. Il y a eu effectivement, à l'époque, des négociations compliquées. On a proposé aux Juifs la nationalité, la citoyenneté française, à condition qu'ils abandonnent la foi religieuse, c'est-à-dire le droit mosaïque. On a fait la même chose avec les musulmans. Les rabbins, et un certain nombre de rabbins, s'opposent à ça. Mais finalement, la communauté accepte d'adhérer à la France et d'abandonner la loi mosaïque. Et ça c'est un point fondamental, ce que les religieux musulmans refusent à l'époque. Donc, dès ce refus, la Troisième République n'a pas cherché à les assimiler. Le verre est dans le fruit. Donc, je crois qu'il est important de connaître nos histoires, celles des Juifs, celles des musulmans. Vous êtes basé sur l'ouverture de nouvelles archives qui n'étaient pas accessibles jusqu'à présent, et aussi sur des témoignages des deux côtés.
mais d'être 4 côtés, des 5 côtés. En fait, il y a 5 mémoires qui cohabitent, qui se télescopent, qui se font la guerre, et j'ai voulu donner un écho à toutes ces mémoires. Les mémoires des Algériens nationalistes, la mémoire des Pieds Noirs, qu'ils aient été de droite ou de gauche, la mémoire des harkis, la mémoire des appelés, 1 500 000 appelés, et la mémoire des militaires, ceux qui ont fait le putsch ou ceux qui n'ont pas fait le putsch. Et toutes ces mémoires se sont télescopées. Ce que j'ai voulu faire, ce qu'on a voulu faire dans ce film, c'est justement donner leur juste place à toutes les mémoires et tout dire. Tout dire. Moi, j'ai été élevé par mon père dans la mémoire de ni victime ni bourreau, dans la morale d'Albert Camus, tout dire. Les saloperies françaises comme les saloperies du FLN. Les gloires françaises comme les gloires algériennes. Et c'est important. Jean-Marc Benamou, Emmanuel Macron a essayé, n'a même cessé de dire qu'il veut réconcilier les mémoires, et on s'aperçoit que c'est une tâche extrêmement difficile, sinon impossible. Est-ce que votre film va réussir davantage à concilier ces mémoires? Ce matin, j'étais chez vos confrères de France Inter et la journaliste m'a dit « Quand on voit votre film, on ne sait plus avec qui on est. Si on est avec les Français et les Algériens. » Eh bien, j'étais très heureux de ce compliment. Et je ne suis pas d'accord avec vous. On va peut-être pas se réconcilier avec les oligarques d'Alger. Mais on a choisi une chanson pour illustrer ce film, écrite par les frères Nakache, qui, et dans sa version arabe et dans sa version française, dit « Nous sommes restés des amis ». Oui, il y a eu une cohabitation de 130 ans, et avec les Juifs en particulier. Moi, je me souviens que mon père me disait que le véritable antisémitisme, il l'a pas trouvé dans les masses arabes, et c'est ce que confirme le film. Ferhat Abbas, Messali Hadj, les nationalistes arabes, défendent les Juifs pendant la guerre, ne veulent pas rianiser les biens, alors qu'on leur offre les biens juifs en Algérie. Il y a eu un antisémitisme chrétien en Algérie. Donc je veux en finir avec ces thèses zémouriennes. Tous les Arabes sont des méchants et tous les Blancs sont des gentils. C'est une histoire complexe qui passe par la musique, qui passe par la réconciliation. Et c'est ce qu'on a voulu faire à condition de dire toutes les vérités et de ne pas être dans la repentance française. Alors, vous aviez 5 ans, je crois, quand je vous connais depuis longtemps, et je sais que vous étiez tout jeune quand vous avez quitté l'Algérie, et vous dites « Quand l'Algérie me manque, je lis Albert Camus ». Vous publiez d'ailleurs un texte, un très beau texte sur Camus aux éditions du Cerf, mais Camus lui-même, aujourd'hui, ne réconcilie plus les mémoires. On n'est pas... je veux dire, Camus n'est pas célébré en Algérie. Il y a qu'Edouard Saïd, vous êtes d'accord avec Edouard Saïd, les Algériens, certains Algériens qui pensent que Camus était un colonialiste de bonne volonté. Non, je dis pas ça, je dis aujourd'hui. Je pense que plus que jamais, vous avez vu, vous me parliez gentiment de mon film sur Albert Camus, Les vies d'Albert Camus, qui est passé il y a 2 ans. Ce que j'ai constaté, ce film était aussi une présentation de la vie de Camus et une contestation des positions de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, qui était le dieu de Saint-Germain-des-Prés et d'un certain nombre d'intellectuels aveuglés, Jean-Paul Sartre, il est démonétisé aujourd'hui. Je l'ai constaté dans ce film. Dans le film sur Camus, je le raconte aussi. Jean-Paul Sartre est l'homme qui écrit ce grand génie que certains intellectuels d'aujourd'hui admirent. Il écrit en 1961 « Abattre un Européen ». C'est commettre 2 bonnes actions. Tuer un colonialiste et libérer un colonisateur. Comment les intellectuels de la rive gauche d'aujourd'hui peuvent admirer Camus et comment peut-on prétendre comment peut-on prétendre que Camus ne réconcilie pas? Oui, il réconcilie. Qui a vu le film? Oui, alors Guy Konopliki. J'ai vu les 2 premiers épisodes. D'ailleurs, Camus, c'est un des temps forts de ce film, c'est-à-dire où Camus revient en Algérie pour appeler à l'arrêt de la violence, pour appeler au dialogue, à la négociation. Donc c'est assez tôt dans la guerre, parce qu'il est mort en 60. Et on voit à Alger des manifestations de haine contre Camus. Et contre le juif Mendès France. Et contre Mendès France. Mais ça, c'est un moment très fort, le moment où, totalement oublié, parce qu'effectivement, on se souvient
des porteurs de valises, des intellectuels qui ont pris fait et cause pour le FLN, des déclarations excessives, comme celle que Georges-Marc vient de citer de Sartre, plus qu'excessives, et d'une posture qui commence à ce moment-là, qui est les formes d'action, on doit les accepter parce qu'elles viennent de... Et ça, on va le retrouver après. À propos des policiers, à propos de tout le monde, la gauche décoloniale. Ça commence là, et brusquement, on voit qu'il y avait d'autres voix, parce qu'on voit Mendès France qui va tomber là-dessus, sur les propositions pour essayer de... Mendès France tombe parce qu'il propose de changer la police d'Alger, en gros. Et d'essayer de... C'est un premier pas pour essayer de détendre la situation. On est en 54, 55, donc on est au tout début. Et Mendès France tombe immédiatement là-dessus. Et puis, Camus qui est rejeté, qui doit repartir tout de suite, parce que tout le monde lui en veut. Tout le monde le condamne, aussi bien le FLN que les partisans d'Algérie française, parce que personne ne veut de son appel au dialogue et à l'arrêt des violences. Voilà. C'est une histoire très moderne, parce qu'on voit déjà, comme le dit Guy, naître les deux gauches irréconciliables. La gauche, disons, humaniste, universaliste, qui est, disons, incarnée pour aller vite par Camus et ses amis, et Mendès France, et la gauche décoloniale qui commence avec les Sartriens. On voit déjà que les extrêmes, que l'extrême droite et les militaires, les durs côté français prennent le pouvoir, et que les durs côté algérien prennent le pouvoir aussi. Et que cette radicalisation, c'est ce à quoi qu'on vit aujourd'hui dans la société française, voire dans les sociétés européennes. Et contre quoi Camus et d'autres vont lutter, et qu'ils vont perdre. D'où la pire et la plus cauchemardesque des indépendances, certes nécessaire, mais la plus chaotique des indépendances, la plus douloureuse. Alors, on va faire un tour de table quand même, parce qu'on est à un mois des présidentielles, tout le monde est en piste. Comment vous sentez cette campagne, les uns et les autres? Et est-ce que le vote des rapatriés, on va commencer avec vous, Georges-Marc, est-ce que le vote des rapatriés d'Algérie va être l'objet de... On le voit d'ailleurs, déjà, on commence à draguer cet électorat. Tous les électorats se laissent draguer, ça c'est pas mon... ça, je veux dire, effectivement, il est un peu stratégique. Écoutez, pour vous répondre, j'en sais rien, je pense pas que la question algérienne soit au centre de la présidentielle, soyons sérieux, mais probablement les questions migratoires, les questions d'inquiétude identitaire le seront, peut-être un peu moins du fait de l'Ukraine. Voilà, que dire de plus que les sondages, les rollings, etc. Sinon une élection trop facile, une marche trop triomphale du candidat Macron pourrait être frustrante pour les Français. C'est l'idée qu'une élection qui n'a pas eu lieu est une élection dont on aura frustré les Français, peut-être inquiétante. Je veux dire, dans son bonheur, s'il était réélu, ce serait un des vrais soucis, me semble-t-il, de Macron. Alberto Toscano. Je suis d'accord avec tout ce que Jean-Marc Benamou vient de dire, y compris cette dernière phrase. On est dans une non-campagne électorale. On va vers une élection logique, à plusieurs titres, probablement triomphale, mais qui laissera quelque chose en termes de problèmes. Parce que le non-débat auquel on assiste, et il y a beaucoup de démagogie dans cette campagne électorale, et il y a très peu de problèmes, de solutions, de propositions de solutions aux problèmes. Et de toute façon, tout est tellement conditionné par la situation internationale que, à la fin, le résultat de présidentiel est pratiquement acquis, je crois, sauf tremblement de terre, évidemment. Et à la fin, il est possible que les vraies élections soient les législatives du mois de juin. Parce que là, il y aura, j'espère, un vrai débat politique. Merci Alberto. Je signale d'ailleurs au passage que votre Ti amo Francia vient de paraître à Echo, aux éditions Echo. Aline.
Évidemment que la crise ukrainienne, la guerre de Poutine en Ukraine explose un peu les agendas de campagne. En revanche, ce qui se joue aussi, d'un point de vue électoral, arrivée triomphale ou pas triomphale de Macron, c'est aussi les positionnements des uns et des autres par rapport à des crises humanitaires, à des gestions, certains positionnements de pro-Poutine historiques, plutôt classés à l'extrême droite et à l'extrême gauche. C'est ça aussi que les Français vont retenir. Il y a quand même des sorties absolument dégueulasses par endroits, certaines historiques, et il y a ça qui va se jouer aussi. Les crises comme ça sert aussi de révélateur à ce qu'il y a de plus courageux, de plus héroïque, de plus beau et de plus sale. Et je pense que les gens le voient aussi. Guy Konopliki. On avait commencé cette campagne avec un débat sur la France, sur l'identité, etc. Et ceux qui posaient en sauveur de la patrie, en redresseur de la France, sont en train de nous proposer de l'abaisser. C'est-à-dire de trahir, d'en faire le pays qui se replie sur lui-même, qui refuse les réfugiés ukrainiens, qui refuse de jouer un rôle à la tête de l'Europe, puisqu'on est dans la présidence française de l'Europe, de jouer un rôle entraînant les autres pays d'Europe face à la Russie, c'est-à-dire la France forte, la France généreuse, la France, pour le coup, gaulienne sur ce plan-là. Ceux qui s'en réclamaient sont en train de dire oulala, attention au prix de l'essence, à la situation du petit français, parce que moi j'ai horreur de cette expression, mais là, quand on entend certains discours, on se dit mais on est où là ? Et c'est un discours qu'on entend effectivement à gauche, malheureusement, parce que le discours mélenchonien et celui-là, c'est-à-dire il faut surtout pas que la France soit impliquée dans un conflit qui concerne quand même l'ensemble de l'Europe. La ligne Marcel Déat. Ouais. Exactement. Et puis de l'autre, Zemmour, Le Pen. Zemmour, Le Pen. Marine Le Pen a un peu plus de pudeur que Zemmour, mais ces gens disent des horreurs. Ces gens disent, aussi, sont sur la ligne, nous n'allons pas mourir pour Berditchev, qui est la ligne, nous n'allons pas mourir pour Danzig, qui est exactement ça, et qu'on l'entend. Alors, élection triomphale de Macron, on pourrait difficilement pouvoir y échapper, effectivement être frustré d'un autre débat, mais on est frustré de l'acteur de ce débat. L'acteur de ce débat, c'est-à-dire frustré d'un débat, est-ce qu'on continue cette politique économique-là, cette ordre-là, est-ce qu'on cherche une politique alternative ? Mais pour chercher une politique alternative, il faudrait qu'on ait l'acteur du débat, c'est-à-dire la gauche républicaine et démocratique, la social-démocratie. Elle n'est pas là. Elle est morte. Le seul qui exprime un peu une vision... Non, mais le seul qui exprime une vision républicaine et quasi social-démocrate, c'est le candidat communiste, c'est Fabien Roussel. C'est le seul. Oui, si, totalement. Il sera l'invité cet après-midi de Frédéric Aziza. Donc, on est dans une situation exceptionnelle. On disait Macron va baisser quand il va rentrer en campagne, ce qui est un peu naturel. Il a pris 6 points parce qu'il est rentré en campagne en pleine guerre et que... évidemment, il va y avoir aussi un vote. Il va y avoir aussi un vote qui dit on change pas de capitaine dans les tempêtes. Et puis l'opinion. Pardon, mais après il y a les discours politiques. En termes de débat politique, c'est ce que je veux dire. Oui, on est d'accord. Oui, mais on peut pas reprocher aux gens. Pardon. Attendez pas tous en même temps. Allez. L'opinion publique, ce qui se joue politiquement, c'est aussi des questions d'opinion publique. L'opinion publique, elle est quand même massivement pro-ukrainienne. Elle est massivement du côté des Ukrainiens. Elle est massivement sur la question des réfugiés, mais pas que, parce que il y a quand même plein de gens qui se disent mais comment on va laisser mourir de faim les gens à Mariupol. Les gens ne veulent pas de ça. Donc il y a ça qui se joue aussi, et c'est éminemment politique. Comment on peut laisser mourir de faim des gens dans le monde entier, disons toute la vérité à ce point-là. Est-ce que tout de même une politique. Évidemment, sauf que là, c'est les histoires d'escargots. Évidemment que c'est pas juste quelque part à l'endroit des Afghans. Et évidemment, mais c'est une théorie journalistique. Plus c'est proche des gens, et plus il y a. En tout cas, le
responsable de la Croix-Rouge disait hier ou avant-hier, il n'avait jamais vu historiquement, depuis la création de la Croix-Rouge, un mouvement national en France de solidarité à l'endroit des Ukrainiens. Ils n'ont jamais vu ça. Donc il se passe quelque chose. Alors, et injustement par rapport à d'autres. Mais c'est pas parce qu'on s'est mal comporté ou qu'il leur a fait plus à d'autres qu'il faut se mal se comporter avec cela. Jean-Luc Mélenchon dit dans le journal du dimanche qu'il sent bien cette campagne. C'est le titre du journal. Mais est-ce que vous la sentez, cette campagne? Est-ce qu'il y a moyen de... je veux dire, est-ce qu'elle n'est pas un peu évanescente? Mais ça n'existe pas, la campagne. Il n'y a jamais eu de campagne. C'est-à-dire qu'avant même, on veut dire avant-guerre, cette expression terrible, mais avant l'entrée dans la guerre chaude, il n'y avait pas de campagne. Il n'y avait pas de campagne. C'est-à-dire que vous avez eu les primaires chez les Verts, les primaires, la primaire à droite. On a agité des thèmes archi-éculés. Sécurité, immigration, bon, après on a parlé de quoi. On sortait déjà d'une crise où on avait eu des oppositions tellement ringardes, tellement réactionnaires, opposition au vaccin, opposition au masque, à ceci, à cela, et tout. On sortait d'une crise qui avait un peu rebattu les cartes, on rentre dans une autre, et surtout, les oppositions ont une tendance à radoter les mêmes choses entre la droite républicaine qui ne trouve pas sa place, coincée entre l'extrême droite et le centre droit. Bon, un dernier mot, Alberto. Ça, on sait, Guy. En même temps, il y a des problèmes très concrets. Exemple, on parle beaucoup Europe, on en a parlé lors du dernier sommet de l'Union à Versailles. Il y a des choix à faire. Oui. La dette, notre dette, l'inflation. C'est l'argent, la solution, ne pas, je dis pas mourir de faim, mais ne pas avoir des problèmes de 68 millions de Français, de 60 millions d'Italiens. C'est nos problèmes. On doit proposer des solutions à ces problèmes. Oui. Alors, vous serez peut-être entendu, puisqu'il reste encore un mois. C'était le 4 quarts politique de la semaine avec cette semaine Alberto Toscano, Guy Konopnicki, Georges-Marc Benamou et Aline Lebaille-Crémer. Bon dimanche à tous.